Bonjour à toutes et à tous, auditeurs auditrices du Campus Sport Club, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Fadeli, on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouvel épisode spécial, un hors-série, vous êtes certainement en train de nous écouter sur Spotify, Deezer ou YouTube, vous avez vu dans le titre, à mon avis, soit vous avez fait les curieux, soit vous ne savez pas du tout de quoi l'on va parler, ça tombe bien, je vous conseille d'aller jusqu'au bout de cette petite heure d'émission, avec pour m'accompagner deux personnes qui étaient au cœur de l'action, qui ont senti dans leur trip l'esprit du ping français, Aubin et Gaëtan qui m'accompagnent aujourd'hui en studio. Comment vous allez, messieurs ? Écoute, super. C'était un plaisir avec Aubin de couvrir ce premier WTT Feeder à Lille. On a pu découvrir plein d'autres choses, de l'organisation, aux pongistes français et de la région. Je pense que ce sera aussi le sujet de cette émission, mais c'était une vraie partie de plaisir, je pense. Aubin pour en attester aussi. Ouais, moi j'ai bien aimé cette petite semaine là. On a pu suivre un petit peu cette compétition avec quelques surprises aussi qui s'est déroulée lors de ce tournoi. Donc j'ai hâte de commencer là, de pouvoir en parler. Ça tombe bien, tu parles de surprise, on en a une très belle aussi avec nous en studio. On a un invité pour parler justement de ce tournoi à Lille, considéré comme le petit poussé du tournoi, la grande sensation française. C'est Bastien Dupont qui nous accompagne. Comment tu vas, Bastien ? Ouais, ça va, merci. Bonjour à tous. Bonjour, je te présente rapidement, après tu pourras aussi te présenter, mais désormais 427e joueur mondial au vu du classement WTT grâce à ce tournoi, c'était ton premier, et aujourd'hui dans le top 25 des joueurs français. Comment toi tu te présenterais, si tu peux, pour nos auditeurs, auditrices, en quelques mots, quelques phrases ? Du coup, Bastien Dupont, j'ai 25 ans, je suis pongiste professionnel depuis maintenant 5-6 ans. Depuis 1 an et demi, je prépare aussi en parallèle mon diplôme d'état pour devenir entraîneur. Et voilà, un petit peu. C'est vrai, j'ai vu que t'accompagnes des jeunes aussi. Donc du coin, t'es passé par plusieurs clubs de la région, pour celles et ceux peut-être qui connaissent. Ouais, donc j'ai commencé au club de l'ERS, où j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Au club de l'ERS, j'y suis resté jusqu'à mes 15 ans. Après, je suis parti au club de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, pendant 2 ans, où j'ai eu la chance de m'entraîner avec certains des meilleurs joueurs français. Le club avait une équipe en Pro A. Moi, je jouais dans l'équipe réserve en National 1, donc j'ai eu la chance de côtoyer des super joueurs. Je continuais mes études à ce moment-là avec le CNED, donc avec les cours à distance. Puis après, je suis revenu dans la région, au club de Lille, où je suis resté pendant 7 ans, où on a réussi à faire monter le club de la Nationale 2 jusqu'à la Pro B. J'ai joué 3 ans en Pro B, et puis là, ça fait 2 ans maintenant que j'ai quitté le club de Lille pour commencer mes diplômes d'entraîneur et jouer dans différents clubs dans différents pays d'Europe. Passionnant, on va pouvoir revenir un peu plus longuement sur toi, on te cuisinera encore plus avec Aubin, Gaëtan, qui t'ont vu aussi performer, qui ont peut-être d'autres petites questions. Moi, je suis allé creuser un petit peu dans ton passé sombre, Bastien, donc on en parlera dans un instant. On va revenir aussi et avant tout sur ce tournoi, donc de ce WTT Feeder de Lille. WTT Feeder, peut-être pour ceux qui maîtrisent pas, on va remettre un peu des bases. La WTT, c'est quoi ? C'est le circuit mondial nouvellement créé par la Fédération internationale de tennis de table juste avant Covid, qui a été lancé en 2021. WTT Feeder, on est sur la plus petite catégorie de tournois WTT. Au-dessus, c'est WTT Series avec Smash, Champions. Vous connaissez peut-être le WTT Champions de Montpellier. De toute façon, c'était le seul tournoi français WTT avant celui de Lille. Et on a ensuite Star Contenders. Et donc ensuite, on arrive à cette catégorie de Feeder. Ce premier tournoi organisé donc à Lille, c'était une annonce de septembre dernier. Il y aura un second WTT Feeder en France. Hennebont, c'est pour mai. Est-ce qu'on y sera ? Gaëtan, je te regarde exprès. T'as envie d'y aller ? Mais surtout, parce que j'ai pas en tête exactement la localisation d'Hennebont en France, la distance depuis Lille. Ouais. C'est en Bretagne, à côté de Lorient. En plus, je pense par contre que l'ambiance à la Lilloise, on l'a vécu ce week-end, elle était belle. L'ambiance à la Bretonne peut aussi porter ses fruits, hein. Et puis on en parlait d'ailleurs juste avant l'émission avec Bastien. Il y a un lieu qui sera alloué en tout cas pour l'événement, avec des championnats du Pro A. Donc il y aura très certainement aussi les moyens nécessaires et le public prêt à assister à cet événement. En tout cas, un public qui est déjà sensibilisé à ce genre de rencontres et de niveau. Et puis, du
public français du ping qui a eu des échos d'ici là. On est donc en janvier. Le tournoi s'est tenu du 27 au 31 janvier 2026 au Palais des Sports Saint-Sauveur de Lille. Donc, belle structure, on va pouvoir en reparler. Ça a peut-être aussi permis une ambiance que parfois dans d'autres salles tenues par les clubs, dont le LMTT, le Lille Métropole Tennis de Table, n'a pas les moyens, n'a pas l'infrastructure nécessaire et permet de voir encore plus grand cet événement piloté donc par le club de Pro B. En plus, avec des tarifs abordables. Alors nous, on n'a pas été concernés, mais je trouve aussi que les places, moins de 10 € pour aller sur plusieurs sessions ici et là, c'était pas plus mal. Pour revenir donc toujours sur ce WTT Feeder, à ce palais Saint-Sauveur, c'est le deuxième tournoi en France, je l'ai déjà dit, avec des gains, un prize money, comme on dit, autour de 30 000 $, avec surtout à la clé des points à aller chercher. Bastien, c'est ce qui t'a permis, en plus, donc, toi, de passer de non classé, comme tu le disais, sur l'événement, à classé, en marquant tes premiers points donc sur le circuit mondial. Avec 125 points à aller chercher à la clé pour le vainqueur. Pour vous donner un ordre d'idée, 125 points, ça vous positionne 160e mondial. De 0 à 160 d'un coup. Voilà, donc c'est pas mal, franchement. C'est bon. C'est pour un bon dans sachant que c'est la plus petite catégorie. Donc, bah oui. Après, peut-être qu'on en attestera plus tard, mais quand on regarde le classement, on parle peut-être vous entendez peut-être plus parler des frères Félix et Alexis Lebrun. Si on voit leur nombre de points WTT pour prétendre au top 10, on parle en milliers de points. Donc, on est sur le même schéma que l'ATP, la WTA en tennis. Donc, c'est un système quand même très compliqué, tout ça. On va pas revenir non plus, par contre, sur les règles du tennis de table. Peut-être que beaucoup y ont joué, même si donc ce tournoi a permis d'avoir à la fois des tableaux en simple, en double, homme-femme, double mixte, ce qui est, là je te pose la question Bastien, ce qui est en règle générale, c'est toujours les 5 tableaux proposés, c'est rare on en oublie un. C'est ça, c'est toujours dans la plupart dans toutes les compétitions organisées par la WTT, il y a toujours les simples, hommes et dames, pareil pour les doubles et un 5e tableau en double mixte. Le format qui est un format assez traditionnel avec 16e, 8e, quart demi-finale, et avant ça, des qualifications, puisqu'on avait 24, du moins pour les simples, j'ai surtout parlé des simples, 24 non connus, hommes et femmes, dans le tableau principal, et ensuite, il fallait essayer d'obtenir son ticket pour les 8 dernières. Tu étais concerné, Bastien. Avec ses qualifications, on va aussi revenir sur son petit périple qui a fait ta petite renommée là-bas au Palais Saint-Sauveur et dans le coin. Pour revenir aussi sur l'événement, donc messieurs, Aubin, Gaëtan, vous avez pu y aller dès le premier jour, vous. Donc ça s'est déroulé du mardi au samedi. Mardi, mercredi, ambiance un peu peut-être particulière. On est donc sur les qualifications sur 2 jours avant que débute le tournoi tableau principal du jeudi jusqu'au samedi et les finales l'après-midi. Est-ce que vous avez déjà un retour à faire sur justement par rapport à vos allées et venues sur la différence entre du mardi au samedi et au contraire, si le fait que ce soit aussi 2 sessions par jour, matin, midi et après-midi soir avec une nocturne. Quel est votre ressenti là-dessus? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme format. Alors après, moi, je suis pas adepte du ping. En général, je suis encore jamais allé à un réel tournoi. C'est encore mieux. Du coup, t'étais vraiment. Ouais, donc c'est la première expérience. Et le mardi, mercredi, en tout cas, les qualifications. Alors évidemment, il y avait beaucoup moins de monde. Je pense que Bastien pouvait en témoigner. Il y avait beaucoup moins de monde que lors des finales, évidemment, où là, le soir, la salle était comble. Mais moi, j'ai trouvé personnellement, je m'attendais à moins de monde et moins de personnes, moins d'ambiance sur les périodes de qualification, puisque on va avoir les périodes de qualification, c'est une période un peu compliquée, t'es pas encore totalement dans le tournoi, tu te lances, etc. Et j'ai trouvé, notamment sur un de tes matchs, Bastien, c'était mardi, il me semble, il y avait une grosse ambiance, t'avais réussi à gagner ton match, je sais plus du tout contre qui c'était. Contre le Croate, j'imagine, où il y avait toutes les écoles qui étaient là. Ouais, c'est ça. Justement, je trouve que des jeunes. Il y avait énormément d'écoles, classes. Ouais, beaucoup de classes, beaucoup d'écoles primaires qui étaient venues pour un petit peu animer la salle et faire de l'ambiance. Et je trouve que ça a donné un bel élan à ce tournoi, en tout cas. Sur les premiers jours. Pas évident de démarrer un mardi en semaine comme ça. Le mercredi, on peut comprendre. L'après-midi, justement, c'est l'occasion d'avoir beaucoup plus peut-être de scolaires, de jeunes, à la différence que là, du coup, le mardi un peu plus compliqué. Et comme tu dis, c'est pas plus mal aussi qu'il y ait ce dispositif mis en place.
d'autant que les places étaient aussi abordables, hein, comme je le disais, donc ça permettait à chacun de même de pas payer très cher en ne sachant pas forcément, comme toi, Aubin, dans ta position de découverte du ping français, ce qu'allait nous réserver le tournoi, première édition. On espère une seconde. On a des sons procurés grâce à Gaëtan, qui était sur le terrain, qui vont dans ce sens où il y aura peut-être une suite à ce tournoi. Tout à fait. Mais je voulais juste revenir un petit peu sur ce premier jour, où notamment ce match contre Mardi. Je suppose que tu étais peut-être un peu surpris de voir cet engouement sur les premiers jours de tournoi, où tu t'attendais en effet, avec l'expérience que tu peux avoir sur d'autres tournois, à des premiers jours un petit peu le ventre mou, des tribunes pas forcément remplies. Et donc voir un petit peu la jeunesse aussi, les écoles. C'est vrai que les différents centres de scolarité de Lille ont profité de cet événement-là pour faire découvrir aussi à la jeunesse le tennis de table, cette discipline et cet événement organisé au Palais Saint-Sauveur. Sur cette rencontre-là, t'étais plutôt surpris de l'ambiance qu'il y avait. Voilà, ce petit ouais, dis donc, sur ce premier match-là, c'est vrai que l'ambiance est présente et ça fait chaud au cœur, quoi. Ouais, je savais qu'il y avait quelques jeunes que j'entraîne au Pôle Espoir de Wattignies qui seraient là, parce qu'ils avaient prévu de venir sur cette session-là, donc je savais qu'ils seraient là. Après, qu'il y ait autant de petits qui viennent avec leur école, ça je savais pas, je m'y attendais pas. Et franchement, j'étais vraiment hyper tendu au moment de démarrer le match. Et je pense que ce match-là, c'est vraiment ce qui m'a lancé dans mon tournoi et qui m'a fait vraiment du bien de gagner. Et ça m'a donné vraiment une confiance énorme pour aborder la suite du tournoi. T'as anticipé, t'as fait venir un COP. Voilà, un COP de jeunes, c'est pas plus mal. Pour ce qui est de ce tournoi, donc, qui a affiché, comme tu l'as dit, des belles sessions nocturnes bien remplies. Le Palais Saint-Sauveur, dans moi, la disposition que je connaissais, j'ai pu avoir des expériences de basket là-bas. On peut avoir jusqu'à 2000 personnes dans cette salle, et c'est assez bruyant. Je trouve que c'est assez caverneux, donc c'est assez impressionnant. Il y avait quelques 8000 billets déjà vendus avant le début du tournoi, grâce en partie au casting, et avec un Français qui était le nom clinquant que tu connais bien, Bastien, Flavien Coton, qui est le régional, qui est licencié au CTT Bruy, mais qui est aussi l'un des nouveaux visages de l'équipe de France, du circuit international. Il était 33e, 32e mondial, si on prend selon les classements. J'ai vu sur le site qu'il avait annoncé 33e, mais c'est entre, à mon avis, la date d'entrée et le nombre de points marqués entre-temps, un peu particulier. Donc c'est sur lui aussi que beaucoup de gens voulaient le voir peut-être en action. D'ailleurs, on fera peut-être un retour entre l'image qu'on peut se faire du ping, entre je le vois à la télé, je vois les sensations, et le voir en vrai, vous, bord terrain. Ouais. Vous avez constaté vraiment l'avant-après En fait, on était en fait positionné au coin presse. D'ailleurs, le coin presse, petit aparté, qui était bien organisé. On avait assez de place, et puis on arrivait aussi à nouer les relations avec d'autres médias qui étaient accrédités. Et puis c'est vrai qu'on avait assez de liberté aussi sur la manière dont on pouvait évoluer à travers les tribunes, au contact des tables. C'est vrai que les premiers jours, c'était des matchs de qualification, donc il y avait, il me semble, 4 tables dans la salle, et puis au fur et à mesure des jours, on est passé à 2 tables pour le tableau à phase éliminatoire, et puis ensuite une table sur le dernier jour, là, qui était dédiée vraiment au dernier carré. Mais donc c'est vrai qu'au fil du tournoi, on a pu évoluer un petit peu partout. C'est vrai que le vivre aussi au contact, on sent aussi quand même la différence de niveau entre des matchs de qualification. C'était une vraie bataille pour la qualification, je crois, juste 8 qualifiés qui devaient sortir des qualifications pour accéder au tableau final, et une différence aussi avec des rencontres bien plus animées, avec des têtes d'affiche comme on l'a parlé, Flavien Coton ou encore Jules Roland. Mais donc c'est vrai, en tant qu'expérience aussi média, c'est vrai qu'on a pu aussi avoir toutes ces choses-là, et assister exceptionnellement avec l'accréditation à l'installation et aux coulisses de l'événement. C'est-à-dire que tous les jours de 15h à 17h, les portes du Palais Saint-Sauveur sont fermées pour laisser en fait à l'organisation de réorganiser pour la session du soir, pour les nocturnes le jeudi et le vendredi, tu en parlais, mais aussi pour le week-end, et pour laisser place à des matchs plus importants. À ce sujet, peut-être qu'on pourrait écouter le coordinateur événementiel de cet événement-là, donc Pascal Maillet, qui est l'intermédiaire entre le club de tennis de table de Lille, Métropole, et le WTT, et qui a été en partie le chef d'orchestre de cet événement. Les retours qu'on a aujourd'hui de toutes les parties prenantes sont hyper positives. Les spectateurs ont l'air plutôt satisfaits. Ça, c'est très bien. La Fédération française est aussi très satisfaite. On a eu la visite hier assez exceptionnelle des dirigeants de la WTT, qui ne se déplacent en général pas sur ce type d'événement.
les 3 dirigeants majeurs étaient là. Ils ont apprécié effectivement ce qu'on a mis en place. Donc c'était une vraie récompense pour nous de les recevoir. Mais on sait aussi qu'on a beaucoup de travail pour améliorer un certain nombre de points qu'on a repérés et on fera encore mieux l'an prochain. Oui, l'objectif c'est de le pérenniser, c'est qu'il devienne récurrent tous les ans. Ici, une belle édition d'un tournoi international à Lille, un feeder ou pourquoi pas assez rapidement sur un autre niveau. Très, très bilan réjouissant en tout cas. Bilan réjouissant et ça va peut-être avec une question, Bastien, sur la présence des directeurs majeurs de la WTT. Est-ce que tu en avais connaissance, notamment peut-être que des membres de la Fédération française étaient là, ça c'était un petit peu l'objectif, mais des membres de la WTT se rendent à Lille, je trouve que ça rajoute quelque chose en plus et que ce tournoi-là, même s'il y avait cette tendance un petit peu test, le premier WTT feeder à Lille, on le rappelle, il y avait un peu cette tendance détection, de savoir que les dirigeants de la WTT étaient présents, ça rajoute, je pense, une pression en plus. Tu n'étais peut-être pas au courant, mais qu'est-ce que tu peux en faire de ce témoignage-là et de cette présence-là? Non, j'étais pas forcément au courant que les dirigeants de WTT étaient là, mais ça montre que la France, c'est vraiment un pays de ping, déjà, qui se déplace sur ce genre d'événement, car comme le responsable le disait, c'est vraiment rare. Et ça montre vraiment l'engouement qu'il y a tout autour du ping français. Je pense que si on enlève la Chine, je pense que la France actuellement, c'est le deuxième pays de ping dans le monde, grâce notamment aux 2 frères Lebrun, et c'est vraiment génial pour le ping français, et je pense que tout le monde en bénéficie, que ça soit les clubs, même les joueurs un petit peu moins bons sur le circuit, mais je pense que ça profite à tout le monde. Et tu le disais, la région Nord en plus est bien dotée en nombre de licenciés et en affluence ping. Ouais, c'est ça. C'est la région Hauts-de-France et le département du Nord, c'est vraiment les zones où il y a le plus de licenciés en France en termes de tennis de table. Pour revenir sur le tournoi, tu le disais, donc qualification, certaine ambiance. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de jouer quand on a une surface donnée qui est séparée pour 4 tables, quand on est passé à 2 et à 1, forcément on a plus d'espace en termes d'espace de jeu, de cadre visuel. Toi, ça t'a perturbé ou t'es habitué justement à ces dispositions serrées? Non, franchement, on avait de la place, les aires de jeu, elles étaient largement assez grandes pour jouer. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer sur la configuration à 2 tables parce que c'était seulement à partir des quarts de finale, il me semble. J'ai été éliminé en 8e, donc mais franchement, la salle était top, les conditions de jeu étaient vraiment, vraiment top. Et je pense que cet événement a été vraiment une réussite pour le club de Lille, et j'espère que ça en amènera à d'autres. Tout à fait. Avec au casting, du coup, pour ce qui est notamment dans les simples hommes et les simples femmes, qui sont quand même toujours les tournois privilégiés, on avait une dizaine de joueurs masculins du top 100, une dizaine de joueuses aussi du top 100 WTT, et ça allait jusqu'à la 400e place pour ce qui était de ceux du tableau principal. Donc il y avait de beaux noms. Chez les hommes, chez les filles, plutôt il y a les sœurs Lutz, qui sont quand même aussi... En tout cas, chez les filles, les têtes d'affiche françaises, Camille et Charlotte, et la présence de la locale que tu connais peut-être un peu, Léana Auchard. Je sais pas si tu as des relations avec aussi ce pan féminin, avec des doubles mix. Est-ce que ça t'est arrivé de faire des compétitions ou... Non, c'est vrai que Léana, je la connais assez bien parce qu'on est issus de la même région. Donc, c'est vraiment top qu'il y ait plusieurs joueurs de la région qui aient pu se retrouver ici. Il y avait aussi Flavien, comme vous l'avez dit, Nathan Lam qui était aussi au club de Lille, qui a été formé au club de Lille un peu avec moi, qui était dans les qualifications, un jeune de Tourcoing qui joue maintenant pour l'Algérie, qui était aussi là dans les qualifications. Donc c'était vraiment une chouette compétition pour l'ensemble des joueurs de la région. Je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à jouer à domicile. Ouais, un beau tournoi déjà national, le premier de l'année, le deuxième de l'histoire après Montpellier, et qui permet de montrer le rayonnement du ping nordiste. C'est pas plus mal. Il y a aussi quelques voisins belges. Oui. Et juste pour rebondir sur Léana Auchard, tu as dit que tu entretenais quelques relations avec elle. Le fait que ce soit une des filles, je crois, qui était le plus investie sur le tournoi, il me semble qu'elle était présente sur 3 tableaux, donc le simple dame, le double dame et le double mixte. Est-ce que tu as pu un petit peu discuter avec elle après coup sur ce tournoi et le fait que ça l'a mobilisée quand même sur pas mal d'aspects?
Non, j'en ai pas spécialement parlé même avec un autre joueur de cette mobilisation sur 3 différents tableaux. Moi, pour l'avoir vécu en simple, c'est déjà assez prenant. Je pensais pas arriver aussi loin, mais quand tu avances dans le tableau, c'est vraiment assez énergivore. On voit les matchs, mais il y a aussi toute une phase de préparation en amont à chaque fois. Les sollicitations médias aussi. Un petit peu. Aubin. Campus Sport Club. Donc voilà, et puis moi j'ai été repêché pour participer au tournoi début janvier. La fin des inscriptions pour les doubles, c'était le 30 décembre. Donc forcément, j'ai pas pu jouer les doubles, mais j'étais un peu déçu au moment de m'inscrire, mais au final, je pense que avec mon parcours en simple, c'est pas plus mal que j'y ai pas participé. Oui, que tu puisses te concentrer à 100% Exactement. là-dessus. On va revenir, du coup, par exemple, je parlais donc des têtes d'affiche féminines, tête d'affiche masculine française et régionale, Flavien Coton, que tu as eu l'occasion de croiser. Flavien, c'était la tête de série numéro 1, en toute logique, le mieux classé du tournoi, qui avait démarré donc son événement dès les 16e de finale contre Esteban d'Or. Est-ce que l'un de vous avait pu assister à ce match, Aubin ou Gaëtan, entre Flavien et Esteban? Bon, on était tous les deux présents. On était tous les deux présents, ouais, pour ce match. C'était un match qui était très excitant quand même parce que il me semble que Flavien a perdu son premier set et bon, il a réussi stupeur dans le public. Stupeur dans le public, ouais. Et puis bon, il a réussi à dévoiler son jeu par la suite, mais ouais, un match très intéressant à suivre avec quelques réactions, il me semble. Tout à fait. Une réaction signée Aubin Madio. Oui, vas-y. Il y a un son peut-être intégré Bien sûr, à ce moment-là. C'est ce que j'étais en train de dire. Bon. Tout à fait. Une entame de match assez difficile, le temps de prendre des sensations dans cette nouvelle salle. Mais au final, la victoire est là, donc on retiendra, c'est ça le plus important. C'est sûr que c'est une immense fierté. C'est la première fois qu'il y a un feeder à Lille et même en France. Le fait que ce soit à domicile, ça rend la chose encore plus belle. Et je suis content de jouer devant un public venu très nombreux et surtout que je connais très bien. Et qui connaissait très bien. Et donc lui aussi déjà satisfait après son premier match. La petite mise en jambe contre un compatriote français. Au tour suivant, 8e de finale, c'est un nouveau compatriote qui est sur sa route. Peut-être celui qui ne l'attendait pas forcément, ou peut-être que si, au contraire. Je ne sais pas si avec Bastien, vous avez pu échanger pendant les qualifications, avant lui qui n'entame son tournoi. Est-ce qu'il avait déjà est-ce qu'il y avait déjà eu une blague ce côté un peu, et imagine, on peut se croiser, ou ça serait sympa, ou lui, au contraire, qui était à tes côtés, à te supporter, à dire peut-être pour les qualifs, t'inquiète, j'ai poussé. Ouais, c'est vrai que lors de mon dernier match de barrage, il me regardait dans des tribunes. Je sentais qu'il était vraiment avec moi. Et juste avant notre 16e de finale, on s'est dit, bon, allez, on se retrouve demain en 8e. Donc, Parce que le fait que tu aies pu intégrer le tableau principal, tu savais pas encore que tu allais arriver dans la partie de tableau de Flavien, même en situation de le croiser dès les 8e. Franchement, quelques minutes après ma qualification pour le tableau principal, ils ont fait le tirage au sort vraiment hyper rapidement. Donc, on savait vraiment rapidement qu'on était dans la même partie de tableau. Après, moi, j'avais d'abord un match à jouer, lui aussi. Moi, j'étais loin d'être favori. Flavien, c'était pas un tirage facile non plus de jouer contre Esteban au premier tour. Donc, mais ouais, on s'est fait une petite blague, voilà, comme quoi on allait se retrouver le lendemain. C'est marrant. Et puisque toi, de ton côté, 16e de finale, victoire 3-2 contre Martin Allegro, le Belge, 98e mondial à ce moment-là. Un match où tu perds les 2 premiers sets et tu renverses complètement la situation, 11-8, 11-8, 11-7. Vous étiez peut-être là à présent pour voir ce premier coup d'éclat du tableau principal. On était même en bord de terre. On était vraiment juste derrière Bastien. Je sais pas si tu as pu nous voir justement derrière à la fin de ce match, mais je pense qu'ils sont je pense que les médias dans l'euphorie, je pense que de qui était en médias, c'était le dernier de ses soucis. Je pense qu'on était du bon côté parce que c'est vers cette tribune là à laquelle tu t'es tourné à la fin de ton match pour célébrer, parce que je suppose qu'il y avait aussi tes collègues dans les tribunes. Il y avait aussi le groupe de supporters Fan Pink France, le groupe de supporters officiel du tennis de table français, soutenu aussi par la fédération, qu'on a pu aussi filmer à ce moment-là sur les réactions.
Et donc ouais, c'était un super match. On était juste à côté. Et puis à côté de ce match-là, c'est vrai qu'il y avait une autre confrontation intéressante, pas française, mais entre l'Espagnol et l'Iranien, qui était tout aussi intéressante parce qu'il y avait un petit peu pas mal de tension, avec justement l'arbitre qui officiait sur ce match. J'ai pu recueillir son témoignage, mais on en reviendra peut-être après. Mais c'est vrai qu'en tout cas sur ce match, on était juste à côté des tribunes et il y avait une très belle ambiance et ça marquait vraiment le début, je pense, de ton tournoi. Et là, tu t'es dit, en fait, je peux peut-être aller plus loin, mais en tout cas, c'est déjà une première réussite de remporter ce match. Ouais, c'est le premier top 100 mondial que je bats, donc c'est vraiment une super perf pour moi. Après, j'avais pas d'attente particulière avant ce match, mais aussi avant le tournoi, en fait, j'avais pas d'attente de résultats. Donc déjà d'être là le jeudi soir dans le tableau principal, c'était un truc vraiment impensable pour moi au début du tournoi. J'ai pris vraiment les matchs en qualification, match par match. Comme je vous l'ai dit au début, j'étais vraiment hyper tendu parce que j'avais envie de bien faire et que je savais que c'était un joueur à ma portée, le Croate que j'ai joué au début. Et puis, au fur et à mesure du tournoi, je suis monté en puissance. Je me sentais de mieux en mieux dans l'aire de jeu. Et voilà, ça m'a mené à cette victoire face à Martin Allegro, le Belge, qui m'a poussé après jusqu'en 8e de finale contre Flavien le lendemain. C'est ça, dans ton interview post-match recueilli par nos super reporters, tu te disais déjà le petit poussé de ce tournoi. J'ai rien à perdre, j'aborde les matchs sans pression, disais-tu à notre micro. Et en parlant de Flavien, qui était donc ton prochain match, tu savais être ton prochain match. C'est un petit gars que je connais super bien. Tu le décris en ces termes. Donc on sentait tout de suite que... A priori, déjà, j'ai l'impression dans ta voix de revoir cette interview que tu abordais déjà avec un smile et avec beaucoup de joie d'avoir cette confrontation. C'était votre première, du coup, en compétition officielle. Ouais, Flavien, c'est un petit gars de la région que je connais depuis qu'il est tout petit. J'étais un peu son relanceur quand il s'entraînait au Krebs de Wattignies. J'allais jouer 2 fois par semaine avec lui. Je suis super content qu'il puisse arriver à ce niveau aujourd'hui, et encore aujourd'hui je pense qu'il oublie pas d'où il vient. C'est vraiment un chouette gamin. Encore en ce moment, quand il est dans la région, il me demande toujours pour qu'on s'entraîne ensemble, donc c'est vraiment top. On s'entend hyper bien. En arrivant en face de lui, le but c'était vraiment de prendre du plaisir comme je le faisais tout au long du tournoi déjà. Je savais que ça allait être dur, mais je croyais en mes chances. Bon, mes chances, rapidement j'ai été rattrapé par la réalité. Je m'attendais forcément à un match dur, hein. C'est le 30e joueur mondial, donc forcément je m'attendais à un match hyper dur, mais je me suis accroché, je me suis battu jusqu'au bout. Et j'ai pris énormément de plaisir, même sur une si lourde défaite. Ouais, ce vendredi midi, environ, défaite 3-7-0 donc contre Flavien. Je redonne le score 11-2, 11-6, 11-6. Et au moins, le petit poussé s'est arrêté en 8e de finale. D'ailleurs, Flavien j'avais demandé aussi petite réaction et son avis sur toi. Peut-être que tu la connais, mais on va quand même la donner aux gens aussi. Quand j'avais 10 à 14 ans, il venait tous les mardis matins au Krebs me relancer alors qu'il était bien plus fort que moi. Donc c'est vrai que je lui dois aussi beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et je le félicite pour son immense parcours ici. C'est vrai que c'était son premier tour en WTT, donc c'est jamais facile à manœuvrer. Mais il l'a très bien fait en faisant un parcours incroyable. Et ouais, forcément c'est un match pas facile à jouer. Mais bon, à la table, pas de cadeau quoi. Pas de cadeau, c'est le cas de le dire. Un peu particulier aussi ce vendredi midi. Vous auriez peut-être préféré... c'était les conditions du tournoi de jouer les 8e de finale le matin, les quarts le soir. Peut-être dans une ambiance survoltée aussi le soir, ça aurait été une expérience... Ouais, forcément, je pense que le soir, ça aurait été vraiment, vraiment génial. Après, le tournoi, le déroulement du tournoi fait qu'on a dû jouer le midi, mais c'est vraiment... Je pense qu'il ne m'a pas pris à la légère. Il savait que j'étais capable de l'embêter et il a joué à son niveau et c'est top qu'il m'ait vraiment respecté aussi en tant que joueur et qu'il m'ait pas pris de haut, et on a pu faire un super match. Je pense que le public a pu apprécier aussi ce match, même si bon, c'était pas vraiment hyper serré, mais je pense que on a fait un beau match, qu'on a pris du plaisir tous les deux, et
Enfin, surtout de mon côté, c'était ça le principal, quoi. Ouais, l'essentiel dans tout ça. Là, je vais me tourner vers mes collègues. Flavien Coton donc poursuit sa route, mais il y a ce quart de finale le soir où il tombe contre Jules Roland. Jules Roland, on va en parler encore un peu après. C'est un match qui, alors qu'il mène 1-7-0, se renverse complètement, ne tourne plus en sa faveur, et surtout à cause d'un fait de jeu. Ouais, c'est à cause d'une blessure qui le contraint donc à l'abandon également en double mixte avec Camille Lutz, il me semble. Charlotte, pardon. Excusez-moi, je me trompe de sœur. Excusez-moi. Et donc alors j'étais pas présent sur ce match là, ce quart de finale, mais voilà, un fait de jeu qui est extrêmement contraignant pour le numéro 1 pour le chouchou et qui permet à Jules Roland de pouvoir avoir aussi une histoire sur ce tournoi et pouvoir jouer aussi sa carte. On en reparlera un petit peu plus tard, je pense. Dans la foulée. Toi, Gaëtan, t'as fait quelle réaction en fait, moi, je pensais au début, parce que je crois que l'intervention du Médic arrive au 3e set, où je crois que Jules Roland menait 2-7-1. 2-7-1 ou 2-0 ? Non, 2-1. Flavien avait pris le premier set. Voilà, exactement. Et Flavien n'était pas dans le jeu à ce moment-là. C'était assez compliqué. Et donc, il y a l'intervention du Médic sur ce temps mort. Et donc, moi, je pensais habituellement, comme aussi d'autres matchs qu'il peut avoir en tennis de table, comme j'avais pu voir au jeu, ou aussi en tennis, l'intervention du Médic aussi pour volonté de casser le jeu. Je me suis dit que ça pouvait être le cas. Et ensuite, j'ai trouvé diminué sur la fin du match. Donc, j'ai compris que le match n'était plus en sa portée et que c'était après de l'ordre de Jules Roland de conclure comme il fallait. Mais par contre, j'ai été étonné ensuite d'apprendre quand je suis parti du Palais Saint-Sauveur que, évidemment, ça a aussi mis en péril son parcours en double mixte. Mais voilà, c'est dégâts collatéraux pour la sœur Lutz à côté. Tout à fait, mais d'un autre côté, là on parle évidemment de Flavien parce que c'est tête de série, mais on peut regarder aussi le match sous un autre aspect, sous l'aspect de Jules Roland, qui en plus, je sais pas si aussi tu as pu discuter avec lui, si tu entretiens aussi des relations avec lui, mais il avait beaucoup de doutes aussi sur sa carrière depuis quelques mois, et en fait, au vu de son post Instagram notamment qu'il a publié hier ou même à la fin de ce tournoi-là, il déclare: merci Lille, vous avez ravivé une flamme qui était éteinte depuis plusieurs mois. Donc le fait d'avoir gagné face à Flavien Coton, d'avoir poursuivi ce parcours en simple, d'avoir chuté en finale évidemment, mais d'avoir remporté ce double, on en parlera, ce double homme avec Léo de Nodresse, ça lui a permis aussi de raviver la flamme, comme il dit, et de relancer un petit peu sa carrière. Qu'est-ce que t'en penses toi aussi de Jules Roland, de son parcours, mais aussi de ce doute qu'il avait émis sur ses aptitudes? Ouais, c'est vrai que Jules, c'est quelqu'un qui est vraiment hyper investi dans son tennis de table, dans son projet. Il participe vraiment tout le temps au tournoi WTT, donc il investit énormément. C'est vrai qu'il avait des résultats un peu difficiles ces derniers temps où il gagnait pas beaucoup de matchs, et là c'est vrai que c'est vraiment top pour lui d'avoir su redresser un petit peu la barre à Lille, à domicile. Je pense que cette victoire aussi contre Flavien, même si Flavien semblait diminuer, ça va lui donner beaucoup de confiance. Et un match comme ça, même si l'adversaire semble un peu diminuer en face, c'est vraiment pas facile à conclure. Dans la tête, c'est vraiment pas évident. Et c'est vraiment top pour lui. Il est passé vraiment tout près de la victoire finale. Et je pense que c'est assez dommage parce qu'il avait les cartes en main, mais c'était vraiment un super tournoi pour lui, et j'espère que ça lui donnera beaucoup de confiance pour la suite. Ouais, Jules Roland qui était tête de série numéro 8 de ce tableau principal, qui du coup s'est qualifié pour les demi-finales à ce moment-là, qui a battu là en 5-7 encore un compatriote, le français Joe Seyfried. Joe Seyfried. Seyfried, voilà, comme ça. J'ai la confirmation en live. Et qui s'est retrouvé en finale le samedi, qui était le français en finale du simple homme, opposé à l'allemand Wim Verdonschot. Match là aussi extrêmement serré, un scénario un peu foufou, et en plus cette fin de match on se retrouve à 10 partout, et c'est premier à 2 d'écart pour empocher le titre à domicile. Ambiance un peu folle. Ouais, fin de match complètement dingue. On voit sur les 2 premiers sets, il perd les 2 premiers sets. Donc là, début de match très très compliqué pour Jules Roland, qui a du mal à se lancer dans son match. Il reprend ensuite les 2 prochains sets, donc les 3e et 4e sets. Il revient à 2-2. Donc là, la salle exulte, tout le monde est heureux. On y croit réellement. Et vient ce fameux dernier set où
où Jules Rolland a une balle de match. On est à 10-9. 19 balles de match, il part pour la jouer, il met la balle dans le filet. On revient à 10-10, 2 points d'écart pour la victoire. L'Allemand Wim Verdonschot, qui gagnera ce tournoi, gagne le point qui suit, 11-10, et finalement voilà, conclut lui sur ça. Et conclut sur cet ultime point, et Jules Rolland qui est extrêmement déçu, on le voit juste après à la fin de ce match, mais qui relativise énormément. On peut le voir, on va l'entendre, je pense, juste après là. Cruel entre guillemets, après il a mérité, franchement il a fait un super match. Ça aurait pu me faire très mal, parce que forcément c'est une défaite avec une balle de match, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de gagner des compètes WTT en simple. J'ai rarement réagi comme ça, je pense, très honnêtement. J'ai tellement aimé ma semaine, pris du plaisir à jouer ici. Ouais, que du plaisir en fait, j'en tire que du positif. Comme j'ai dit hier, ça fait plus d'1 an que je galère sur le circuit, je gagne peu de matchs, donc avoir enchaîné des bonnes victoires cette semaine, ça va me faire beaucoup de bien, ça m'a donné un gros boost de confiance. Super résultat, j'aurais signé des 2 mains si on m'avait dit ça en début de semaine. Et non, je vais capitaliser dessus, et ouais, que du positif, honnêtement, que du positif. Jules Rolland j'ai actualisé le classement mondial qui remontait à la 78e place avec 373 points. Là aussi, tu le dis, enfin il le dit lui-même, toi Bastien, pour un joueur comme lui qui se doit du coup d'enchaîner les tournois WTT, comme tu dis, c'est aussi un coût financier, physique important, même s'il est encore jeune. C'est quelque chose qui peut, pour lancer une saison, en tout cas, je sais pas si vous pensez en saison aussi dans le ping, en termes d'année, je veux dire la saison WTT, ou est-ce que vous raisonnez de septembre à juin, mais démarrer comme ça 2026, ça ne peut être que le mieux qui soit pour lui. Oui, bah, je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance pour la suite, qu'il va pouvoir enchaîner les bonnes performances. Il joue déjà très bien avec son club en Pro A à Torigné-Fouillard. J'espère qu'il va pouvoir confirmer sur la scène internationale avec les tournois WTT. Mais ouais, comme tu le disais, le circuit, ça représente un coût vraiment énorme pour les joueurs, surtout pour les joueurs comme Jules qui se déplacent sur beaucoup de tournois et qui en attendent beaucoup. Là, je pense que ce joli parcours à Lille va lui donner vraiment un boost de confiance comme il le dit dans son interview. Et puis là, on est le samedi après-midi, fin d'après-midi, c'est au sortir de sa défaite en finale du simple homme, mais quelques heures plus tôt, il était gagné en finale du double homme avec le français Léo de Nodrest, et ça s'est très bien passé. Pour le coup, là, victoire 3-1 de la paire française contre la paire belge de Martin Allegro, dont on a le bourreau en face en simple, et Adrien Rassenfosse. Ça s'est mieux passé en tout cas. Mais ce qui est à retenir surtout sur ce match double là avec Julien Rolland et ce double avec Nodrest, c'est l'apport confiance qu'a apporté Jules Rolland pour Léo, qui lui n'avait pas, toujours pas l'expérience en tout cas du tribune du Palais Saint-Sauveur, et donc pas goûté encore à cette effervescence, à cette French expérience, à ce public français. Et donc c'est vrai que Jules Rolland, même dans l'après-match en conférence de presse, dans la zone mixte, on s'est rendu compte que Léo de Nodrest s'est vraiment fait pousser par Jules Rolland pour prendre confiance au fil du match, et on se rend compte qu'au final il y a eu un passage de flambeau sur le dernier set, et que c'est Léo qui finit par délivrer ce match et par mener le jeu en fait. Donc c'était vraiment ça qui était intéressant, cet apport de confiance que les deux se sont apportés, pour qu'ensuite Léo fasse la différence et porte le double, en tout cas sur plutôt la fin du match. Ouais. Et d'ailleurs, on a leur témoignage, et Léo revient beaucoup, du coup, comme tu le dis, sur cette expérience publique qui a été assez folle à vivre pour lui. Beaucoup d'émotions. En plus, le public qui nous a porté tout le long, qui nous a soutenus, donné de la force. J'en avais grandement besoin. On a réussi à trouver des schémas tactiques qui fonctionnaient, et avec le public pendant la Marseillaise, c'était fou. Enfin, j'ai vraiment pas trop de mots pour décrire ce qui s'est passé, mais dingue quoi, dingue. J'étais trop content. J'ai senti que Léo était un petit peu tendu parce que lui, il avait pas joué ce matin, il avait pas vu l'ambiance comme ça de la salle pleine, et du coup, je pense que je l'ai aidé à se relâcher, et au final, c'est lui qui a renversé le match, je trouve, dans sa façon de jouer, que ce soit en remise ou au service. Et on est hyper complémentaires. Je suis hyper fier de cette victoire, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Bon, là, c'était juste avant qu'il ne perde cette finale du simple homme, mais on leur souhaite aux deux d'en avoir d'autres, des finales comme ça, des expériences pareilles. Ça doit être cher à leurs yeux.
Et ça conclut merveilleusement. Donc ce tournoi, en tout cas, on s'est beaucoup attardé, mais par rapport au simple homme, on a Bastien avec nous, avec des Français quand même présents pour le premier événement. C'est aussi à marquer une pierre blanche. C'est pas forcément gagné, c'est pas forcément induit d'avance, même s'il y avait énormément de Français. Hein. Je commençais à avoir noté, mais beaucoup de Français, forcément en nombre, pas mal d'Européens et quelques Asiatiques, quelques Africains. Ça reste un tableau assez dense et assez, comment on pourrait dire, comme beaucoup aussi de classés lointains. Ça laisse aussi beaucoup de doutes et et peu de pronostics, peu d'appréhension, on va dire, de match en match. La surprise peut être à n'importe quel coin de table. C'est ce qu'on a pu voir même au fil de ce tournoi. Des surprises et aussi ces relations que tu as pu avoir toi sur ce match un petit peu, ce match régional et cette relation mutuelle avec Flavien Coton, Bastien, cet apport complémentaire qu'on a pu entendre entre Jules Roland et Léo de Nodrest, aussi sur du mixte. Sur le double mix, c'était assez intéressant. Moi aussi, ce qui a pu me marquer, on peut peut-être revenir dessus, parce que j'ai pu recueillir aussi le témoignage d'un arbitre, Didier Conessa, qui arbitrait justement sur le match juste à côté du tien, entre l'Iranien et l'Espagnol, et qui a infligé justement à l'Espagnol un carton jaune. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal de recueillir le témoignage de cet arbitre-là, qui m'a parlé un petit peu de l'esprit ping qui règne sur la discipline. Dans l'esprit du sport, du tennis de table, il y a beaucoup de fair play. Donc il m'est arrivé encore aujourd'hui où il y a eu un litige de service et dans ce cas-là, si l'arbitre ne voit pas ce litige, il demande à l'équipe adversaire est-ce qu'elle est d'accord avec la décision de cette équipe-là. Tu rejoins Bastien sur l'esprit ping, très fair play, bonne ambiance. Ouais, il y a beaucoup de bienveillance entre les joueurs. Je pense que c'est vraiment un sport où déjà, la plupart des joueurs, on se connaît personnellement, donc il y a vraiment beaucoup de bienveillance et de fair play entre tous les joueurs, je confirme. C'est bien, donc c'est bien. Au moins, il vient conforter cet avis-là. C'est vrai que c'est quelque chose aussi, que ce soit de tennis, moi qui consomme beaucoup plus de tennis, mais ça se rejoint peut-être dans le tennis de table, on a toujours du mal avec la position de l'arbitre qui n'est pas, comme dans les sports collectifs, au cœur du jeu, à être constamment dans le dialogue. C'est vraiment quelqu'un qui a l'impression un peu distant sur sa chaise. On se dit, c'est juste le compteur de points en fait. Mais il y a peut-être d'autres aspects un peu plus méconnus qu'on ne peut pas distinguer aussi à la télé et que vous, dans le rapport arbitre-joueur, vous avez plus à nous raconter. Ouais, il y a c'est surtout beaucoup de litiges par rapport au service, comme il le disait. Il y a des règles assez strictes au service. On n'a pas le droit de masquer la balle. La balle doit être visible par notre adversaire du début du lancer jusqu'à l'impact avec notre raquette. On doit lancer la balle à une 15 ou 16 cm minimum avant de servir. Donc il y a plein de petites règles qui sont forcément inconnues du grand public. Ils sortent la règle, ils vérifient à la non, VAR. Malheureusement, ils peuvent pas. Mais c'est à l'appréciation alors. Ouais, c'est à l'appréciation et vu le point de vue de l'arbitre, forcément l'arbitre n'est pas placé comme le joueur d'en face. Donc forcément, des fois, il y a quelques petits conflits, notamment sur les services en fait. Mais il est aidé par l'adjoint en tous les cas, parce qu'on ne précise pas, mais il y a aussi l'adjoint pour attester, pour aider sur des décisions en fait. Je pense que c'est un petit peu ça le rôle. Ok. Mais donc voilà, j'ai pu aussi un peu témoigner par Didier Conessa aussi de l'installation, des critères mis en place avant l'arrivée des joueurs, mesure du filet, enfin toutes les petites et aussi ils sont le garant de la réglementation. Tout à fait, et aussi les moyens dont ils disposent aussi pour avertir. Donc il me semble qu'il y a le carton jaune, il y a un carton blanc. Le carton blanc pour les temps morts, ouais. Tout on à a fait. le droit à un temps mort par match et voilà. Voilà, le carton jaune et puis après d'autres cartons. Carton rouge existe. Carton rouge, ouais, mais là c'est disqualification. Quand tu as un carton jaune, c'est un peu comme au foot, c'est un avertissement, ça représente pas grand-chose. Après, tu peux avoir un carton jaune plus rouge, là c'est 1 point pour l'autre. Ok. Donc 1 point directement. Et si tu prends vraiment un carton rouge direct, là c'est fin du match. Disqualification. Voilà. Ok. 0-3. Ouais, c'est ça. Et puis si tu prends ton carton rouge en simple, après t'es disqualifié pour le double mixte. Ah oui. C'est l'entrée du Plus tournoi. de chambre d'hôtel, fin de tournoi. Quoi. Il n'y a plus qu'à rentrer chez soi. Là. Sur la fermeture des rideaux. Sur le trottoir, la crête, on te l'enlève.
Ça aurait été une terrible aventure. Voilà, voilà en grand résumé un peu tout ce qu'il y avait à raconter, à savoir sur ce tournoi et sur le parcours de nos têtes d'affiche françaises masculines. Chez les filles, ça s'est pas trop mal déroulé pour Camille. Mais ça n'a pas été jusqu'en finale. On n'a pas eu la chance d'avoir une Française pour jouer le titre. Ça s'est joué entre Polonaises. Et double mixte, on aurait bien aimé voir Flavien et la sœur Lutz aller au bout, mais sa blessure l'a contraint au forfait. Donc voilà, mais ce n'est que partie remise. On espère une prochaine édition. Pascal Maillet le disait, avait l'air confiant. On espère l'an prochain aussi. Et peut-être revoir Flavien. Peut-être que. Alors il y a aussi le souci, d'ailleurs, j'ai regardé dans les points de réglementation, pour ce qui est des participants à ce genre de tournoi, ils sont rarement classés au-dessus du top 30. C'est quasiment même interdit. Il faut des. Donc là, Flavien, c'est aussi un joli concours de circonstances. Il était juste en dessous du top 30. Ça n'a pas posé de problème qu'il puisse participer. Ouais. C'est là où on peut se dire, mais pourquoi les frères Lebrun ne passeraient pas une tête au lieu de jouer en Pro A? Voilà, c'est un point à savoir, c'est que la catégorie de tournoi empêche les meilleurs aussi de venir se confronter à cela. Ouais, c'est ça. Les feeders sont interdits aux joueurs du top 30 mondial, en fait. Donc, j'espère pour Flavien que ça sera son dernier tournoi feeder et qui passera dans le top 30 mondial prochainement. Mais ouais, voilà, c'est la règle et interdiction aux joueurs du top 30 mondial de jouer ces tournois-là. Bon, okay. A priori, toi, tu seras là l'année prochaine si WTT Feeder deuxième édition, il y a au Palais Saint-Sauveur. Oui, pour moi, c'est juste une chance. Je prends ça comme une chance de pouvoir jouer ce genre de tournoi à Lille. Et ouais, j'espère que ça va continuer pendant des années et que je pourrai y participer. Et tu auras des points à défendre. De ce fait, tu as acquis, on va pouvoir revenir un peu plus longuement sur toi maintenant, Bastien, tu as acquis tes premiers points WTT pour ton premier tournoi, donc lillois, 18, j'ai compté, 10 pour être allé jusqu'en 8e de finale et 8 pour être sorti des qualifications. J'ai été d'abord surpris, je me suis dit non, tant mieux en fait, qui récompense aussi ceux qui ont dû se taper les qualifications. Donc toi, là où tu en as empoché 8 pour avoir intégré le tableau principal, ceux qui étaient d'office en 16e de finale, en gagnaient 2 lorsque tu les battais. Donc déjà, tu étais gagnant sur le principe, même si tu as dû lutter, effectivement. Et 18, ça te place 427e mondial, top 25 français. C'est peut-être une petite fierté ou ça tu courais pas après, c'est dans le fait juste d'avoir fait un beau parcours et d'avoir bien figuré dans le tournoi qui t'a fait plus plaisir. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment pas d'attente, comme je l'ai dit au début du tournoi. Maintenant, j'ai fait un parcours vraiment incroyable et ce classement mondial, c'est vraiment, je le vois comme un bonus. C'était vraiment pas un objectif de rentrer dans le top 500 ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'étais là pour prendre un maximum de plaisir. Je savais, j'étais non classé, mais j'étais loin d'être. Je me qualifiais comme petit poussé en 8e de finale, mais au début des qualifications, je pense que j'étais très loin d'être le petit poussé. J'étais capable de sortir des qualifications. Après, il y a le tirage au sort qui fait dépendre beaucoup notre parcours dans le tournoi. Il y avait 2-3 joueurs dans les qualifications qui semblaient vraiment difficiles à battre. Que tu as aimé éviter. Que c'était important d'éviter si je voulais aller loin. Maintenant, comme je l'ai dit, j'avais vraiment pas d'objectif de résultat. Je m'étais pas fixé l'objectif de sortir des qualifs, même si je savais que j'en étais capable. Puis après, c'était vraiment de prendre beaucoup de plaisir et après, voilà, si je pouvais gagner des matchs, j'allais pas me gêner et c'est ce qui s'est produit. Super. Pour revenir un petit peu plus sur qui tu es, Bastien, sur l'avant WTT, toi, tu as démarré le ping à 9 ans, donc le ping en club. C'était déjà arrivé quand même de taper la raquette en famille, sortir la table l'été, ou c'est arrivé comme ça En fait, j'ai commencé le ping. Je suis pas du tout issu d'une famille de pongistes. J'ai commencé à jouer un petit peu en vacances, un peu comme tout le monde, en loisir, au camping. Et puis j'ai voulu m'inscrire au club. J'ai poussé la porte du club. Je suis quelqu'un de très sportif à la base. J'ai essayé beaucoup de sports quand j'étais jeune. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à progresser au tennis de table. Et puis, il fallait faire un choix entre le foot et le ping. J'ai choisi le ping et je pense qu'aujourd'hui, ça me réussit plutôt bien. Ouais, le foot,
Tu sentais moyen? Bah, j'aimais beaucoup le foot aussi, mais je commençais à bien progresser au ping et bah, au bout d'un moment, il fallait vraiment faire un choix et je me suis plus tourné vers le ping. Ok. La vraie question que j'ai en ayant un peu creusé et fait ta bio, c'est ton surnom. On te surnomme Marsu. Tu peux nous donner les explications parce qu'il y a la bande à Fifi qui est au cinéma en ce moment. Je sais pas, moi je faisais un rapprochement. Bah, en fait, peux-tu nous en dire plus? c'est simplement dû au fait que quand j'ai commencé, j'avais une petite tenue avec un t-shirt jaune et un short noir et que je sautais partout, je courais partout et bah, les gens du club ont commencé à m'appeler comme ça au club de l'ERS. Ok, donc rien à voir avec un rôle au cinéma prochainement. Non. Dommage. 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 Avec la bande à Fifi poursuivie par un pongiste du Nord, ça aurait pu être marrant. Donc ok, Marsu, tout simplement. Tu vois, j'avais peur de faire Marsupilami, forcément. Pour le Marsupilami. Voilà, je l'ai même pas dit. Tu vois, j'ai dit il y a un film j'ai même pas dit le nom de la créature. Passé donc par les clubs de l'ERS, tu as commencé là-bas. Tu parlais tout à l'heure un peu au Lille Métropole. Est-ce qu'il y a les deux clubs, tu t'as senti la même ambiance familiale, quelque chose qui te rapprochait aussi de ton côté nordiste ou il y a vraiment deux salles, deux ambiances? Non, c'est deux clubs. Les clubs du Nord, c'est toujours assez convivial et c'est ça aussi que je cherchais après mon passage à Villeneuve-sur-Lot, c'était de retrouver ma région parce que ça me tient à cœur. C'est la région du Nord, enfin, je me vois dans ces valeurs-là et c'était vraiment important pour moi et j'ai passé 7 super saisons au club de Lille. On est passé de la Nationale 2, on est monté très rapidement en Nationale 1 et puis après, au fur et à mesure de ma progression, le club a mis en place des moyens pour qu'on puisse accéder à la Pro B. J'ai pu y jouer 3 ans en Pro B. C'était assez difficile pour moi ces 3 ans parce que après il y a de la concurrence dans les équipes. Je gagnais peu de matchs. C'était vraiment assez difficile. Et puis à l'issue de ces 3 saisons en Pro B, j'ai décidé de mettre un peu mon côté joueur de côté parce que pendant cette période, c'est le quotidien d'un pongiste, c'est que on s'entraîne énormément, on s'entraîne 2 fois par jour. Ça va jusqu'à 6 heures par jour d'entraînement. Donc, c'est un volume qui est assez important. Et je pense que peu de monde s'en rend compte quand on n'est pas dans le milieu. Et j'ai mis ça un peu de côté pour me concentrer. J'aime bien entraîner et donner cette passion aussi que j'ai et l'expérience que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années. Donc, je me suis lancé dans mes diplômes d'entraîneur depuis septembre 2024. Donc, où je travaille en alternance au club de l'ERS, justement, où j'ai fait mes débuts et où je peux aider les jeunes. Et j'espère qu'à la fin de cette année 2026, en juin, je puisse être diplômé. D'ailleurs, mardi matin, j'étais à Montpellier pour passer une certification de mon diplôme que j'ai obtenu. Oh super, bravo, bravo, félicitations, j'allais dire, en plus de glisser ta petite enveloppe pour le WTT Champions au passage. Voilà, histoire de participer à l'automne prochain. Et cette double casquette, là, tu comptes la porter encore longtemps, la double casquette, parce que là, c'est en vue d'avoir le diplôme d'entraîneur, mais c'est en vue d'assurer des frais pour des prochains tournois, d'avoir une petite sécurité financière à côté, ou c'est aussi peut-être, j'imagine, l'envie de peut-être de pas forcément faire carrière éternellement simplement en jouant, mais juste ce rôle éducatif qui, toi, te plaît. Alors déjà, forcément, financièrement, un pongiste, on gagne pas autant d'argent qu'au foot, donc forcément, il y a ce côté financier. Là, comme tu le dis, je me basais essentiellement sur ces 2 ans de formation en apprentissage. Après, je comptais me lancer sûrement comme auto-entrepreneur, comme entraîneur, et continuer forcément à jouer en parallèle. Maintenant, les résultats que j'ai eus au WTT vont peut-être m'ouvrir certaines portes et pourquoi pas rejouer en Pro B. Maintenant, si je viens à rejouer en Pro B dans le futur, ça m'amènera forcément à retrouver beaucoup plus de volume d'entraînement que ce que j'ai actuellement et c'est des choix qui vont devoir se faire assez bientôt. Mais cet aspect, en tout cas, transfert de connaissances, tout ça, c'est quelque chose qui te plaît, en fait. Oui, forcément, j'aime bien accompagner les jeunes,
surtout ceux qui ont un projet de haut niveau. Je suis notamment Eva Lam, qui est la sœur de Nathan Lam, que vous avez vu au tournoi, qui est dans les meilleures françaises de sa catégorie. Donc elle a 14 ou 15 ans. Donc on cherche forcément à ce qu'elle progresse. Elle joue en Pro B au club de l'ERS. On a des objectifs pour qu'elle soit championne de France là au mois de mai. Elle aura les championnats d'Europe aussi en juillet avec l'équipe de France. Donc je pense que j'aime vraiment apporter ce que j'aime, cette passion et cette expérience que j'ai pour les plus jeunes. J'ai noté dans ton parcours, toujours en club, tu as eu des expériences à l'étranger. Tu es passé un temps aux États-Unis, fin 2023, à la Major League Table Tennis, c'est ça, et aussi avec Carolina Gold Rush. C'est quoi? C'est une approche? C'est le club qui... Ouais, c'est la franchise en fait. C'est qui? Ça s'est passé dans C'est quel la sens? franchise C'est eux qui ont américaine. pris des contacts? Donc en fait, aux États-Unis, il y a un monsieur qui adore le ping, qui s'est dit tiens, j'ai envie de créer ma ligue, ma ligue privée, un peu dans le modèle de la NBA au basket. Et il a voulu créer sa ligue privée. Donc il y a eu des informations sur les réseaux sociaux auxquelles je prêtais attention parce que c'était quelque chose qui m'animait. Et puis au fil du temps, j'ai été approché pour rejoindre la ligue. Il y a une draft comme au basket. Il y a une draft qui a été mise en place. Les Américains, toujours ouais, même formule. Hein, c'est ça, donc une draft. J'ai été sélectionné par l'équipe, comme tu le disais, des Carolina Gold Rush. Donc je jouais avec avec 2 autres Français dans l'équipe, donc c'était plutôt sympa. Forcément, le niveau aux États-Unis, il n'est pas incroyable, donc c'était beaucoup de joueurs européens qui venaient pour les compétitions. Et voilà, j'ai pu jouer une saison là-bas. C'était vraiment une super expérience et voilà. Ok, et avec ensuite, comme là tu nous le disais, tu es engagé avec plusieurs clubs pour un peu expliquer aussi le principe. J'ai vu que donc, pour la saison écoulée 2024-2025, tu étais à la fois joueur pour le TT Avion, à Tournai en Belgique et à Carouge en Suisse. Tu peux nous expliquer un peu comment tu construis ton quotidien, ta saison et pourquoi tu peux signer avec autant de clubs et dans plusieurs pays? Ouais, c'est ça. Donc en fait, au tennis de table, il y a toutes les fédérations dans chaque pays ont un peu leurs règles. Par exemple, en Allemagne, c'est impossible d'avoir plusieurs licences. Okay. En France, c'est autorisé seulement à partir de la Pro B. Donc les joueurs qui jouent en Pro A sont interdits aussi d'avoir cette multi-licence. Donc en fait, on peut avoir plusieurs licences dans plusieurs pays différents. Forcément, on ne peut pas jouer pour 2 clubs en France. Et ça nous permet d'avoir plus de sources de revenus et de gagner mieux notre vie. Donc voilà, là cette année je joue pour le club de Ponto Combo en région parisienne en France en National 1, donc c'est la 3e division en France. Je joue pour le club de Tournai toujours en Belgique en première division. Je joue pour un club en Hollande près de Rotterdam. Okay. Depuis cette année. L'année dernière avec mon club suisse, on a été champion de Suisse et aussi vainqueur de la coupe. Donc on a été doublement titré l'année dernière en Suisse et on continue cette année à essayer de remporter à nouveau les titres. Et je joue aussi pour un club en Espagne cette année. Ah oui, voilà, d'accord. Tu parles de... On a un triangle infernal là, c'est 5 casquettes. Et donc comment tu gères ce calendrier, ce quotidien tu donnes la priorité à qui en plus de participer à des tournois, on va dire, à titre individuel comme là, un WTT Feeder à Lille? Tu gères comment tout ça? Ouais, en fait, j'ai des priorités selon les contrats que j'ai avec les différents clubs. Les matchs, c'est souvent le week-end, mais ça m'arrive, le club en Belgique joue souvent le vendredi soir, donc ça m'arrive des fois de jouer le vendredi soir en Belgique, le samedi en France et le dimanche en Espagne ou en Hollande. Donc forcément, ça fait des week-ends chargés. J'ai pas un week-end de libre. Mais la semaine, je suis un peu plus tranquille, je m'entraîne moins. Ça me sert, tous ces matchs, ça me sert aussi d'entraînement à la fois. Donc, et puis, je rencontre du monde, ça me permet d'élargir un peu mes contacts aussi. Donc, donc c'est vraiment puis top. Des expériences ultra riches, j'imagine. Quelques partenaires francophones, français, peut-être dans le lot, ici et là. À Carouge Ouais, en Suisse, l'année dernière, on était 3 Français dans l'équipe. Donc,
3 copains, on avait vraiment une super ambiance dans l'équipe et je pense que c'est ça qui nous a permis l'année dernière d'aller chercher ce titre de champion de Suisse. Et je fais le pont, il y avait Benjamin Fruchard à tes côtés, et c'est avec lui que tu as aussi décroché dans ton palmarès la médaille d'argent en double homme au championnat de France. C'est ça, 2023, au championnat de France, on a fait vraiment un super parcours en double avec Benjamin. C'est aussi un jeune avec qui on était ensemble au sport-études au Krebs de Wattignies. Donc pour la petite histoire, c'était vraiment sympa de pouvoir vivre ça ensemble. Et ouais, c'était vraiment un super souvenir aussi, ces championnats de France. Super. Ça te fait quand même un petit palmarès, et puis surtout une côté expérience, c'est impressionnant. Aubin, t'as peut-être jamais fait autant de clubs toute ta vie, tout sport confondu. Moi, au football, j'en ai fait qu'un seul. C'était le petit club de mon village. Donc te voir dans 5 clubs, 5 pays différents, justement, c'est un budget quand même pour tous ces déplacements. C'est toi qui les sors de ta poche, ces déplacements, ces divers déplacements, c'est compensé par les clubs. Moi, ça dépend les contrats que j'ai avec les clubs. Certains me financent le déplacement, certains me payent un peu mieux, mais du coup je dois gérer moi-même le déplacement. Ça dépend vraiment des contrats et des arrangements qu'on a avant avec les clubs. Ok. Et dans tout ça, là, si je te faisais faire un peu un retour sur ces 15 premières années dans le ping, c'est quoi ton plus beau souvenir de ping ou l'un de tes plus beaux matchs Là, c'est sûr, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Hein. Ah ouais. Là, il y a vraiment pas... Sur les 15 ans, tu retiendrais le... Là, il y a vraiment pas photo. J'ai vécu vraiment une semaine de folie. C'était incroyable de jouer ici. Enfin, il y avait une ambiance vraiment de ouf. Ouais, non, enfin, clairement, c'est mon meilleur souvenir en tant que pongiste. J'en doutais peu, mais ça fait plaisir aussi à entendre et à savoir. D'autant que est-ce que tu as aussi d'autres souvenirs un peu plus particuliers, donc liés au championnat de France ou à l'étranger Forcément, c'est l'édition des championnats de France où en double, on arrive à avoir une médaille d'argent avec Benjamin. C'était vraiment incroyable. En même temps, en simple, j'avais aussi fait un super parcours en atteignant les 8e de finale. Donc en me classant sur cette édition-là parmi les 16 derniers joueurs du tableau. Donc forcément, cette édition des championnats de France, elle a été marquante. Plusieurs fois, j'ai participé au Master à Lille pendant l'Open de Lille où j'ai dû pareil me qualifier toute la journée pour pouvoir participer un peu au show pour le public le soir. Et c'est vrai que de jouer dans des salles comme ça, surtout à Lille, à la maison, devant plus de 2000 personnes, c'est forcément incroyable, quoi. C'est fou. Est-ce que vous aviez une dernière question, vous, messieurs? Ouais, justement, moi je voulais revenir sur l'ambiance. Justement, j'ai tous les spectateurs et puis également les joueurs ont dit, étaient unanimes par rapport à un feeder. L'ambiance était folle. C'est la première édition des WTT feeder. Est-ce que justement, et c'est la première édition, c'est la première fois que ça se déroule en France, des feeders, est-ce que ça permet de donner peut-être un nouvel élan au ping-pong français? Donc ça peut permettre également à avoir de nouvelles compétitions en France et du coup de mettre en valeur. On sait qu'il y a eu des membres de la WTT qui ont fait le déplacement. Rien que pour ça, ça donne un nouvel élan au tennis de table français, ce genre de compétition. Ouais, je pense que après, c'est pas spécialement cet événement qui donne l'élan au ping français. Il y a tous les résultats incroyables qu'ont pu avoir les frères Lebrun et l'équipe de France. Ça donne une belle image ces derniers temps, ça donne une belle image. Et puis, ce genre d'événement, ça conforte juste à dire que vraiment la France, la région et le département et la ville de Lille, c'est des endroits vraiment top pour le ping, et j'espère que la fédération, que ça soit la fédération française ou la WTT, fera de plus en plus confiance à notre région pour organiser des tels événements. Super. Merci beaucoup, Bastien, en tout cas, d'avoir pu être présent avec nous pour cette émission spéciale du WTT Feeder de Lille. Avec toi en guest. Donc désormais 427e mondial, avec ses 18 points WTT, t'es premier.
Qu'est-ce que tu peux dire déjà un peu de ton calendrier, des choses à venir à court terme sur la fin de saison et peut-être à moyen et long terme? Mes objectifs majeurs, ça sera d'avoir mon diplôme d'entraîneur déjà. Ça, c'est vraiment numéro 1 maintenant. Et après, de performer le plus possible avec mes clubs parce que pour moi, c'est ça la réalité. C'est pas vraiment le circuit international de WTT. Peut-être que je participerai à celui d'Enbon au mois de mai, mais toujours dans le même état d'esprit, sans pression de résultats et en essayant de toujours prendre un maximum de plaisir. Puis après, de performer avec mes clubs et de répondre aux objectifs et de les atteindre. C'est beau. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci Gaëtan. Merci Aubin merci. Pour l'émission, pour la couverture de l'événement. Vous avez fait ça d'une main de maître. J'espère que vous avez kiffé autant là-bas au Palais Saint-Sauveur qu'ici. Bah ouais, carrément. On a pu profiter de cette belle première accréditation en plus de l'histoire du Campus Sport Club. Ouais. Ouais. Moi sinon c'était pas moi à titre perso. Mais je suis journaliste en dehors, enfin je veux dire, tout à fait. J'ai pas besoin de passer par le Campus Sport Club. Mais oui, c'était génial. Et puis on invite aussi aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent à suivre le compte Instagram du Campus Sport Club qui s'est muté avec cet événement-là et ses accréditations. Avec des interviews, des retours images. Réseau. Et en plus, les suivre pour les prochains contenus, parce qu'il y a aussi d'autres membres du Campus Sport Club qui seront accrédités pour un autre événement, cette fois-ci un peu plus violent. Je crois qu'on pose la raquette et on met les gants, donc pour le MMA. Ça va être un cadre encore un peu différent. Merci Aubin, toi j'espère aussi que l'expérience a été... Ouais, franchement j'ai kiffé cette expérience, ça m'a permis de me former un petit peu plus encore sur de grandes compétitions et puis de pouvoir discuter, échanger avec de grands sportifs, donc ouais, j'ai bien aimé. Des grands sportifs comme Bastien Dupont. Merci encore de ta présence. Merci à celles et ceux qui nous ont écouté cet épisode spécial, ce petit hors-série. On vous invite à venir nous écouter toujours en direct le mardi soir sur Radio Campus Lille et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde.